Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Afrique et francophonie, quel avenir à l'orée du 15e sommet de l'organisation prévu les 29 et 30 novembre prochains à Dakar, la capitale sénégalaise. L'heure est au bilan, à le point dans ce journal. Alors qu'il devait se tenir mercredi, le procès de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo a été reporté à une date ultérieure. Elle sera jugée pour atteinte à la sûreté de l'État, entre autres. Et puis, en Mauritanie, l'industrie locale connaît un dynamisme probant depuis quelques années, grâce notamment aux investissements croissants des opérateurs nationaux dans différents secteurs. Le 15e sommet de la francophonie se tiendra les 29 et 30 novembre prochains à Dakar au Sénégal. Et à l'approche de cette échéance, l'heure est au bilan. Quels avantages tire le continent africain de cette organisation internationale? Élément de réponse avec Guevenido. Né en Afrique par l'entremise des présidents Léopold Sédar Senghor du Sénégal, Abid Bourguiba de la Tunisie et Amani Diori du Niger dans les années 60, la francophonie avait une ambition, participer au rayonnement de l'identité francophone. Actuellement, elle est présente dans divers domaines sur le continent, notamment l'éducation, la gestion des conflits et crises ou encore la promotion d'un état de droit. À l'orée du 15e sommet de la francophonie qui se tiendra les 29 et 30 novembre à Dakar, au Sénégal, les acteurs donnent leur avis sur les actions de la dite institution. On a vu l'intervention de la francophonie lorsque certains pays dans notre espace étaient confrontés à des difficultés, à des crises, à des tensions. La médiation de la francophonie a été en tout cas déterminante dans la résolution de ces crises. Également dans l'avènement de l'état de droit dans bon nombre de pays africains. Aujourd'hui, 90 des 220 millions de locuteurs de français se retrouvent sur le continent. Un chiffre qui montre aisément le poids de l'Afrique au sein de l'OIF. La francophonie, c'est aussi 19% du commerce mondial, ce qui montre qu'elle représente une réelle opportunité pour le continent et notamment les jeunes. Le thème du 15e sommet Jeunes et femmes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement, n'est pas fortuit. Presque la moitié des pays qui parlent français sont en Afrique. Donc, je pense qu'il n'y a pas photo. Il faudrait développer un partenariat interne d'abord en Afrique, entre pays francophones, c'est extrêmement important, et maintenant faciliter les transactions entre les pays du Nord et les Sud pour que l'on puisse ensemble avoir un développement économique commun. Toutefois, d'autres voix et non des moindres continuent par croire que le continent le plus francophile de la planète peut tirer beaucoup plus de profit au sein de cette institution en privilégiant par exemple des relations de partenariat gagnant-gagnant. Car malgré les avantages suscités, les défis restent encore nombreux pour un réel développement de l'Afrique. Et le Sénégal est d'ores et déjà prêt à accueillir ce grand rendez-vous. Le président Macky Sall a inauguré ce jeudi à Diamniadio, près de la capitale Dakar, le nouveau centre de conférence qui abritera l'événement. Plus de 57 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour sa construction. Dans l'actualité également, initialement prévu pour le 22 octobre dernier, le procès de Simone Gbagbo a été reporté à une date ultérieure, officiellement en raison du retard constaté dans la préparation de l'audience. L'ancienne première dame ivoirienne ainsi que 82 autres militants du Front populaire ivoirien doivent répondre d'atteinte à la sûreté de l'État. Explication avec Marina Vanier. Très attendu par la population ivoirienne, le procès de l'ex-première dame Simone Gbagbo et ses 82 co-accusés n'a finalement pas eu lieu ce mercredi 22 octobre à Abidjan. Le gouvernement a annoncé son report sine die. Mardi, les identités des 24 accusés bénéficiant de la liberté provisoire avaient été vérifiées. Une situation qui laissait présager de l'ouverture des premières procédures techniques. Les conditions n'étaient pas réunies pour sa tenue maintenant, certainement de la part du parquet et de la justice ivoirienne, mais aussi suite à un recours prêté à la défense qui estimait que la liste des jurés n'était pas une liste équitable tenant compte de la pluralité, de la diversité dans le pays. Donc cette question sera examinée et les dispositions seront prises certainement pour aménager les conditions de comparution des détenus ou des prévenus pendant les audiences, dans les semaines à venir. Donc nous observons pour voir la reprogrammation qui sera faite. Cette ajournement
détournement s'explique par la recomposition nécessaire du jury, dont l'origine ethnique des membres proches de celle du président Ouattara pourrait remettre en question le verdict. Suite à ce report, une partie des Ivoiriens et des experts internationaux doutent de la capacité de la justice ivoirienne à prendre en charge ce dossier sensible. Toute chose qui ravive les tensions internes alors que le pays aspire à la réconciliation. Moi, je suis d'accord que les juges à l'AE, pas ici, parce que les juges d'ici ne sont pas compétents. Aujourd'hui, on voit tout ce qui se passe à la justice. On voit que ce procès soit un peu équitable et que tous ceux qui ont fait du mal, qu'on les pardonne et que ce procès soit un peu dans la logique de la réconciliation. Le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, a pour sa part dénoncé un procès politique visant à museler l'opposition avant l'élection présidentielle de 2015. Les 83 accusés seront jugés notamment pour atteinte à la sûreté de l'État. L'actualité économique à présent, avec 60% de terres arables inexploitées. L'agriculture africaine est un véritable défi à relever. À remettre ce secteur au cœur des politiques africaines semble donc nécessaire pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, mais également pour lutter contre le chômage. En Côte d'Ivoire, les autorités misent donc sur l'agriculture et notamment sur la culture du riz pour favoriser le développement du pays. Le point avec Ibra Adindiaï. L'autosuffisance alimentaire est l'un des défis les plus importants auxquels fait face l'Afrique. Pour trouver une réponse à cette problématique, plusieurs États du continent commencent à remettre l'agriculture au centre des politiques de développement. La Côte d'Ivoire cherche désormais à devenir le plus grand producteur de riz en Afrique de l'Ouest. Pour relever ce défi, le gouvernement, mais également les entreprises privées, investissent massivement pour revitaliser le secteur risicole. Les ambitions vraiment de la Côte d'Ivoire, c'est d'être le grenier de toutes ces sous-régions-là. Et à partir de 2016-2017, dès l'instant où on a mis en place le stock régulateur, le stock de sécurité, automatiquement on doit pouvoir satisfaire cette demande-là. Du fait même de la position de la Côte d'Ivoire, lui et moi, dans un certain nombre de... Les gens, la sous-région compte sur nous et nous on a les capacités de le faire. Une fois depuis près de 30 ans, on a diminué les importations Côte d'Ivoire sur l'année suivante, l'année précédente, d'environ 35%. Je pense que l'élan va se continuer encore en 2014. Nous sommes en train de regarder les chiffres. Je pense que d'ici à la fin de l'année, on sera à peu près dans les mêmes chiffres. Des initiatives ont été prises par le gouvernement, comme la distribution de semences à haut rendement aux agriculteurs, mais également le financement de nouvelles zones de production et de systèmes d'irrigation. Des mesures saluées par la population. Le riz, on est content de faire le riz. Parce que ça, c'est notre travail. Nous, on ne fait pas cacao ni café. Diversifier l'agriculture est devenu une priorité pour le plus grand producteur de cacao dans le monde. Quelques 477 milliards de francs CFA sont investis dans la période 2012-2016 afin de développer l'industrie du riz et de créer des emplois. Le virus Ebola gagne à nouveau du terrain. Le Mali vient d'enregistrer son premier cas confirmé. Il s'agit d'une fillette de 2 ans venue de la Guinée voisine et qui a été placée en quarantaine à Kayes, dans l'ouest du pays. Toutes les personnes ayant été en contact avec elle ont été placées sous surveillance médicale. Les autorités maliennes affirment toutefois que tout est mis en œuvre pour éviter la propagation du virus. Elles appellent la population au calme et à la sérénité. L'industrie locale mauritanienne est en plein essor et pour cause, les opérateurs économiques nationaux, autrefois réticents à l'idée d'entreprendre dans leur pays, reprennent peu à peu confiance. Des secteurs comme l'agroalimentaire, par exemple, sont aujourd'hui portés par des industriels locaux. Voyez ce reportage de notre correspondant sur place, Franck Nodofina. Vers une dynamisation de l'industrie locale en Mauritanie, notamment dans le secteur de l'agroalimentaire. Au cours des 10 dernières années, plusieurs opérateurs économiques nationaux ont entrepris de s'implanter dans le pays. Agroalimentaire, bâtiments et travaux publics ou encore textiles sont autant de secteurs dans lesquels l'industrie locale mauritanienne s'illustre aujourd'hui. Tiviski est l'une des 3 sociétés de fabrication de produits laitiers installées à Nouakchott. Avec environ 300 salariés répartis dans le pays aujourd'hui, elle produit 65% de lait fabriqué au niveau local. Nous produisons chez nous 20 000 litres de lait composé de lait de vache, lait de chamelle, lait de chèvre. Et nous faisons du lait pasteurisé et tous les autres dérivés du lait. Donc avec cette production que nous faisons tous les jours, que nous fournissons sur ce marché, qui est le marché local mauritanien,
nous avons toujours des difficultés pour satisfaire ce marché, et ce malgré nos 3 centres de collecte et nos 3000 éleveurs qui nous fournissent du lait tous les jours, donc matin et soir. Le principal problème rencontré par Tivisky reste l'approvisionnement en matières premières, le lait. Mais il faut également compter la rude concurrence avec les sociétés étrangères de production de lait qui inondent chaque semaine le marché avec leurs produits. Afin de pallier à ce problème, l'État est récemment venu en aide aux producteurs locaux. Le droit fiscal à l'importation des produits laitiers passe de 5% à 20%, soit une hausse tarifaire de 300%. Même beaucoup estiment qu'il faudra encore bien plus pour soutenir l'industrie locale. Beaucoup de pays protègent leur industrie. Et nous ne demandons pas moins. Nous demandons que les produits fabriqués en Mauritanie soient protégés, comme le font beaucoup de pays, par des textes, par un enlèvement des droits de douane. Sinon, l'industrie nationale, qui est facteur d'emploi, finira par fermer. Aujourd'hui, le secteur industriel connaît de grandes difficultés. Pour assurer sa sécurité alimentaire, le développement de l'industrie locale en Mauritanie demeure une condition sine qua non. Mais pour y arriver, il faudra un meilleur investissement en ce qui concerne les infrastructures de base. L'électricité représente également un grand défi pour le développement du secteur. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.